Bonjour à tous, c'est Edjoan. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la marque Olympus qui a récemment été achetée par OM Digital et on va voir ensemble qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence et pourquoi aussi Olympus est un peu en retrait sur le marché de l'appareil photo. Alors déjà, les premières conséquences qu'il va avoir, c'est qu'il y a pour moi une petite chance que Olympus disparaisse de la France. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que OM Digital, en fait, avant avait racheté les ordinateurs Sony Vaio, donc la gamme Vaio. Voilà, moi j'étais un possesseur de Vaio, je trouvais que c'était des très bons PC, dommage en plus que c'est plus disponible. Et ben en fait, la marque Vaio existe toujours, voilà, mais que en Asie. Donc en fait, voilà, ils commercialisent leurs produits qu'en Asie. Donc il y a des chances qu'ils fassent pareil avec Olympus. C'est pas sûr, mais on va dire c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte que s'ils le font, ce ne serait pas une surprise parce qu'ils l'ont déjà fait pour justement les ordinateurs Sony Vaio. Même si ils ont parlé qu'il y aura toujours de l'assistance pour les futurs acheteurs, mais justement ils ont parlé d'assistance, ils n'ont pas parlé de disponibilité de produits, donc à voir. C'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte, donc je pense qu'il faut attendre avant d'acheter un appareil Olympus ou voir comment la marque va évoluer. Et maintenant je vais vous parler de la marque un peu Olympus, un peu comme j'ai fait avec Pentax, et voir ensemble pourquoi la marque est un peu en retrait. Alors il y a quand même des très bonnes choses, mais il y a des choses où ils sont un peu moins bons, et justement c'est ce qu'on va voir pourquoi. Alors déjà, le premier point pour moi à aborder important, c'est leur manque d'ambition. Parce que si on regarde la marque Olympus, pour moi, c'est la seule marque d'appareil photo qui n'a pas d'appareil haut de gamme. C'est-à-dire que leur appareil le plus cher coûte dans les 2000 euros. C'est pas quelque chose d'excessivement cher, dans le sens où les autres marques, en général, ont des appareils qui coûtent facilement 3-4 000, hein, souvent des 4 000. Il y en a même qui vont jusqu'à 6-7 000, voire 10 000 euros, par exemple, pour le Fujifilm moyen format. Et puis voir plus pour d'autres marques plus exotiques, mais on va dire pour les marques les plus populaires. Donc déjà, ça montre un peu que vu qu'ils arrêtent à 2000 euros, eh ben, ils visent pas forcément le trop de gamme. Et ça, pour moi, des fois, c'est un manque d'ambition. Parce que justement, en général, une marque, on va dire, c'est le très haut de gamme qui fait un peu le office de vitrine. C'est-à-dire que par exemple, chez Canon, on va parler du R5. Chez Nikon, voilà, c'est plus le Z7. Chez Panasonic, là, c'est le S1H. Voilà, chez Sony, c'est le Alpha 7 S3. Voilà, on va dire que c'est un peu les appareils qui font un peu l'identité de la marque, c'est plus le gamme qu'on se tourne. Donc là, leur plus cher, il coûte 2000 euros et encore, c'est un appareil photo plus orienté photographie de sport, c'est le MX. Donc c'est encore un marché à part parce que la photographie de sport, en général, c'est vraiment quand on fait que ça, en général, pour gagner de l'argent. Voilà, soit on travaille pour un journal, soit on travaille pour nous, puis on vend des photos, voilà. Pour vendre tout ce qui est photo éditoriale, donc c'est vraiment un milieu à part. Et ensuite, je ne sais pas si le MX est forcément le mieux loti dans sa catégorie, parce que pour moi, il a un défaut quand même, c'est qu'il utilise un capteur micro 4 tiers. Et le problème des capteurs micro 4 tiers, c'est vu qu'ils sont plus petits, et ben le problème c'est qu'il y a moins de lumière qui rentre. Donc c'est à dire que qu'il faut l'utiliser pour moi dans des conditions toujours avec une bonne luminosité. Donc privilégier par exemple les sports qui sont faits de journée. Parce que justement la photographie de sport doit être publiée assez vite, voilà, pour illustrer des articles ou des journaux. Et ben en général, justement, on prend la photo directe et plus on la vite, plus on peut publier l'article. Donc c'est pour ça qu'en général, on travaille plus en JPEG. Et donc si on travaille plus en JPEG, il faut pouvoir avoir des photos qui nous permettent de pas trop monter en ISO, histoire de pas avoir trop de bruit. Donc c'est ça qui peut poser problème. En plus, il a un lissage assez élevé à partir d'un certain ISO. Donc je pense qu'en termes de panneau d'utilisation, pour moi, il est un peu plus restreint qu'un plein format. Après, c'est utilisable, voilà, pour tout ce qui est sport en pleine journée, mais pour moi, je resterai comme sur ma réserve pour tout ce qui est sport avec une luminosité qui peut être un peu moindre. Ensuite, leur autre appareil haut de gamme, donc le plus haut de gamme, c'est le M1 Mark III. Donc, alors, c'est un bon appareil photo, voilà, il a des bonnes fonctionnalités, mais malheureusement, il a aussi certains défauts. Je pense que cet appareil aurait le potentiel, si par exemple il avait une version plus chère, de faire du très bon travail et de pouvoir rivaliser pour moi avec tous les gros du marché. Justement, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il a de bien et qu'est-ce qu'il a de pas bien. Alors déjà, il excelle en vitesse de photographie, c'est-à-dire qu'il est capable de faire 60 rafales à la seconde. Voilà, donc c'est 60 images à la seconde, c'est quelque chose d'énorme. C'est très rare les appareils qui puissent faire ça. Au prix là, donc c'est pour ça que déjà pour moi c'est quelque chose d'un très gros point positif, c'est-à-dire que pour tout ce qui est photographie animalière, ça peut être excellent, c'est-à-dire qu'au moins si par exemple on veut prendre un oiseau ou je sais pas un animal en train de faire quelque chose, et ben en faisant du mode rafale, on est sûr d'avoir un cliché qui peut être bien. Voilà, on peut avoir toutes les actions qu'on veut, on peut vraiment quelque chose d'avoir précis. Donc pour moi, ça peut être très utile dans la photographie animalière. Donc
grâce à ça, je pense que déjà, ils peuvent viser un public un peu spécial, c'est-à-dire qu'ils peuvent justement se tourner vers des gens qui cherchent peut-être que de la photographie animalière ou des types d'événements où il y a besoin d'autant d'images par seconde. Voilà, pour moi déjà, c'est quelque chose déjà d'intéressant de leur part. Ensuite, ils ont un mode aussi pour l'astrophoto. Alors ça, c'est très bien parce que justement, de nos jours, c'est un peu plus rare. Voilà, c'est très rare de trouver sur les appareils photo justement des modes exprès pour. Donc voilà, donc déjà, rien qu'avec les deux fonctions-là, pour moi, ils montrent qu'ils essayent de se différencier des autres marques. Donc il y a comme du potentiel. Voilà, c'est quelque chose déjà qui est déjà très intéressant sur ces deux points-là. Ensuite, un autre point positif, c'est leur vidéo en 4K. Alors c'est sûr qu'on dit qu'ils sont un peu en retrait en vidéo, mais ils ont quand même pour moi une très grande qualité, c'est que leur 4K peut être enregistré jusqu'à 237 mégabits par seconde. Alors pour moi, c'est quelque chose d'énorme, parce que si vous voulez trouver quelque chose d'équivalent au prix là, il n'y en a pas. Après, les appareils qui font mieux, ce sera les appareils, par exemple, comme le SAH qui fait du 400 mégabits à la seconde, mais qui coûte 4000 euros. Donc pour moi, au prix là, ce qui coûte environ dans les 1600 euros, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et justement, pour faire tout ce qui est étalonnage, ça peut être quelque chose qui peut être très intéressant. Bon, après, c'est sûr, pour du YouTube, c'est pas forcément quelque chose d'utile, mais c'est dommage qu'ils n'ont pas pousser un peu plus loin là, parce que s'ils sont capables de faire ça, c'est que c'est déjà du très bon matériel. Après la fréquence d'enregistrement, alors ça a été compliqué à trouver parce que j'ai fait beaucoup de recherches pour trouver vraiment l'échantillonnage d'images, et d'après ce que j'ai vu, c'est du 422 8 bits. Voilà. Donc c'est quand même assez correct parce qu'il n'y a pas tout le monde qui fait du 422 8 bits en interne. Il y en a souvent, ça va du 420, donc déjà pour le prix là, c'est comme déjà quelque chose de très bien. Et aussi, il est capable de faire du ralenti à 120 images par seconde en Full HD, donc c'est aussi quelque chose d'assez correct, voilà, parce que pas tous les appareils le font. Donc c'est quelque chose pour moi qui est assez correct parce que justement il a déjà le mode slow motion dedans, c'est pas un 120 fps qu'après il va falloir retravailler par exemple sur Premiere et diviser par le nombre de temps. Là c'est directement enregistré en ralenti dans l'appareil. Donc ça c'est quelque chose déjà de positif. Donc ensuite le problème c'est son capteur pour moi cet appareil parce que c'est du micro 4 tiers. Alors le micro 4 tiers pour moi c'est quelque chose de très utile en vidéo parce que justement ça permet d'avoir de très bonnes images à moindre coût. Mais le problème, c'est que cet appareil est plus destiné à la photo parce que, donc justement, son concurrent principal, ça va être le GH5 parce que le S1 et le S5 ont un capteur plein format, donc pour moi, ils seront supérieurs en termes de luminosité, donc ils sont déjà plus intéressants pour la vidéo. En plus, il y a beaucoup plus de réglages. Mais on va dire son rival, c'est le GH5. Et le problème, c'est qu'il ne fait pas forcément mieux que lui. Donc justement, en termes de vidéo, je pense qu'à cause de ça, il va être un peu en retrait. Les gens ne vont pas se jeter dessus. Donc c'est pour ça que pourquoi ne pas avoir mis un capteur, on va dire au moins APS-C déjà? Parce que justement, en général, les capteurs micro 4 tiers sont utilisés en vidéo parce que c'est un peu plus simple justement de mettre des caractéristiques assez élevées parce que le processeur travaille moins vu que le capteur est plus petit. Donc c'est pour ça que, vu que leur vidéo, c'est pas forcément quelque chose d'exceptionnel, je pense qu'ils auraient pu justement mettre quelque chose de plus grand pour que la photo, elle soit mieux parce que justement, faire de la photo en micro 4 tiers, c'est pas forcément la joie étant donné que il faut vite monter en ISO dès que la luminosité baisse, voilà, donc dès qu'il fait un peu nuit. Parce que la plupart des gens qui utilisent du micro 4 tiers, justement, c'est des gens qui sont qui utilisent justement plus leur appareil pour faire de la vidéo que de la photo. C'est, c'est plus le marché là qui est visé, parce qu'en général, quelqu'un par exemple qui a un GH5, eh ben, c'est plus de base un vidéaste qu'un photographe. En général, le marché est plus comme ça, donc c'est vrai que je ne comprends pas vraiment l'intérêt du micro 4 tiers sur un appareil comme ça, parce qu'il est, à cause de ça, justement, il excelle nulle part. Et c'est limite pour moi incompréhensible en fait de mettre un capteur micro 4 tiers avec un appareil qui a par exemple une fonction justement pour l'astrophoto. Parce que justement, en astrophoto, quoi qu'il arrive à faire nuit, micro 4 tiers, il n'y aura quasi pas de lumière. Donc c'est sûr, même avec un full frame, on ne verra pas ISO 100, voilà, mais ce sera déjà mieux. Donc je ne comprends pas vraiment l'intérêt de justement de mettre un appareil. Ou alors ils avaient qu'à réduire les pixels. Il y a comme 20 mégapixels dedans, donc je trouve ça un peu compliqué d'avoir fait choix. Après, en objectif, j'ai été extrêmement surpris parce qu'ils ont des très bons objectifs pour des prix vraiment assez moindres. Par exemple, ils ont un 45 mm qui ouvre à f1.2 à 1200 euros. Franchement, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que pour avoir l'équivalent chez Canon, il faut dépenser énormément d'argent et beaucoup de marques n'ont même pas de f1.2. Par exemple, Sony n'en a pas, Panasonic on n'en a pas. Donc, pour des objectifs natifs, c'est très bien pour le prix là. Franchement, c'est vraiment des prix très contenus. Et ensuite, il y a deux objectifs que moi j'ai trouvé très intéressants. C'est leur 40-150 qui ouvre à 2.8. Voilà, c'est comme une focale un peu inhabituelle parce que 40-150 c'est assez rare et qui coûte 1400 euros. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de pas cher parce qu'un 2.8 40-150 à 1200 euros, un 150 ça peut être un très bon zoom. Quand on voit des fois le prix des 24-70 2.8, le prix qui valent, donc pour moi, ce prix là, c'est vraiment limite à donné. Bon, alors c'est sûr que le micro 4 tiers c'est moins cher, mais c'est quand même un très bon objectif pour un prix moins. Donc c'est pour ça qu'ils sont quand même des objectifs intéressants. Et l'autre aussi justement qui a été intéressant, c'est leur haute 40-50, mais celui-là qui est plus entrée de gamme. Voilà, donc c'est une ouverture beaucoup plus petite, mais
qui coûte que 250 euros. Donc c'est comme un zoom assez correct qu'on peut utiliser très bien en pleine journée. Voilà, il n'y aura pas trop de problème. Et qui est très abordable parce que quand on voit les prix, par exemple, chez Panasonic des objectifs de la nouvelle gamme, il n'y en a aucun en dessous de 600 euros. Donc là, c'est pour ça que pour moi, en termes d'objectifs, ils font vraiment le travail. Après, c'est sûr que c'est toujours l'avantage des objectifs micro 4 tiers, mais c'est quand même, ils ont quand même des bons objectifs. C'est pour ça que c'est une marque qui est assez intéressante là-dessus. C'est dommage qu'ils ne poussent pas un peu plus leurs produits là-dedans parce que pour moi, ils ont vraiment le potentiel car ils ont du très bon matériel malheureusement qui est, je pense, sous-exploité. Voilà, après, vous dites-moi dans les commentaires si parmi vous, justement, il y a des possesseurs d'Olympus ou qui en ont possédé un, voir qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous l'avez toujours, est-ce que vous avez changé de marque. Sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edge One et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.